Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc cet après-midi, on a un programme, d'abord une présentation des revues de projet 2023, une petite analyse des données collectées. Suivront ensuite plutôt 2 tables rondes, une dédiée à la continuité éducative et puis une autre ensuite sur la question de l'orientation et de l'insertion dans les cités éducatives. Donc pour cette première partie, je suis donc Suzy Chevet, je suis la responsable des cités éducatives à l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc je représente le ministère de la Ville et je vais laisser ma collègue se présenter. Saïda Belaïd, donc chargée d'études au Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires à la DGESCO. Donc voilà, vous avez le fameux binôme Ville-Éducation nationale sur scène. Au féminin, oui, c'est vrai. Donc, pour cette revue de projet 2023, donc déjà un petit état des lieux de la démarche avec quelques petits rappels. Donc, 40% des habitants des quartiers prioritaires ont moins de 25 ans, contre 29% dans le reste de la France métropolitaine. Et les cités éducatives sont déjà au nombre de 208 qui couvrent 409 QPV. Je trouve intéressant de rappeler ces 409 QPV parce que donc, ça fait 25% des quartiers prioritaires qui sont couverts. Alors on parle là de la géographie prioritaire 2023. Avant donc l'actualisation de celle-ci au 1er janvier 2024. Ce qui est intéressant, c'est que ça représente par contre, c'est 25% de quartiers, 48% de la population qui vit en QPV, en fait. Donc c'est-à-dire qu'avec quand même un nombre relativement petit de QPV, on couvre quand même quasiment une majeure partie de la population qui vit en QPV. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir ça après, mais voilà, ça en tout cas confirme la logique initiale de labellisation des territoires qui cherchaient d'abord à cibler les plus grands ensembles, les plus grandes concentrations de pauvreté, voilà, de difficultés, etc. Pour le portrait de la cité, elle se développe, une cité type, sur 1 ou 2 QPV en général. Vous avez les 2/3 des cités qui sont en gros sur 1 ou 2 QPV. Mais néanmoins, il y a des cités qui se développent sur beaucoup plus de QPV. On a même 39 cités qui ont un périmètre qui va de 3 à 10 QPV. Donc cette première petite variété là de profil sur les QPV, ça illustre aussi en termes de géographie, voilà, le besoin d'adaptation territoriale dans chaque stratégie derrière collective, hein, forcément, parce que quand on n'a pas les mêmes périmètres, ça induit ça. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est que 2024, donc on l'a beaucoup dit déjà, mais c'est une année charnière parce que donc il y a à la fois la nouvelle géographie prioritaire de la ville depuis le 1er janvier 2024, il y a donc la signature de nouveaux contrats de ville cette année, il y a en parallèle le renouvellement du label des cités pour les cités existantes, et enfin la généralisation à de nouveaux QPV. Donc tout ça fait que cette année, il y a quand même un enjeu à ce que tout soit réfléchi ensemble, bien sûr, et qu'on avance là-dessus. Donc, nous, on va vous parler aujourd'hui là de la revue de projet 2023. La revue de projet, c'est un compte-rendu annuel du pilotage opérationnel et financier de chaque cité. Il ne faut pas confondre ça avec l'évaluation, c'est important, la revue de projet. Le suivi comme l'évaluation doivent être au cœur de la démarche parce que c'est essentiel, voilà, pour démontrer de sa pertinence et de son efficience. C'est vrai au national pour nous quand on parle de bilan et d'évaluation, c'est vrai aussi au local. Et donc les évaluations au local, notamment parce qu'aujourd'hui on est sur le national, elles sont portées par chaque cité qui a dû définir son protocole de suivi d'évaluation. Dans le cadre de la revue de projet 2023, je ne reviendrai pas sur les questions de données évaluatives des cités. En fait, on a demandé aux cités de nous remonter fin 2023 toutes les données qu'elles avaient sur l'évaluation, qu'elles avaient pu produire là depuis 4 ans. Et donc, avec notamment un partenariat avec l'université de Cergy que vous avez vu ce matin, on va essayer d'en extraire la matière là au cours des 18 prochains mois. Et donc, on aura un résultat de certains travaux pour voir ce qui s'est passé, quels sont les effets aussi qu'on a pu observer au regard de ce que les cités elles-mêmes ont cherché à observer. Donc la revue de projet, là je vous la présente, j'ai oublié de le dire, mais elle fait l'objet ensuite d'un rapport qui sera publié prochainement, dans les semaines à venir. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dans un rapport beaucoup plus détaillé. Je dis parce qu'il y a des chiffres qui vont être avancés, etc. Et j'aurai pas le temps plus de rentrer dans tout le rapport parce qu'on l'a déjà écrit. Il y a un certain nombre de points. Donc là c'est vraiment certaines choses qu'on voulait mettre en avant. Ça ne vise pas l'exhaustivité complète sur tout ce que la revue de projet, tout ce qui est balayé normalement dans la revue de projet. Je tiens à dire qu'on essaye avec à l'ANCT des GESCO, on fait cette analyse des données. Je tiens à dire que, et ça revient aussi un peu en écho de ce que disait ce matin l'université de Cergy Paris,
on essaie d'être le plus rigoureux possible dans l'analyse de ces données qu'on reçoit, mais ça reste un exercice déclaratif avec une marge de compréhension sur les questions qu'on pose, sur les réponses qui sont apportées, voilà, sur également parfois la partialité des données qui nous sont remontées. Donc voilà, donc c'est pour ça que notamment toutes les données chiffrées qu'on vous amène, on va pas être, nous, sur se dire que c'est un chiffre exact. On est plutôt sur des grands ensembles observables. Je tiens à le dire parce que voilà, on a, notamment en termes financiers, il y a beaucoup de données financières qui nous sont remontées. Il y a quand même une certaine relativité dont on a conscience, qu'on essaye de mettre en avant, mais voilà, c'est important de le rappeler. Pardon. Ouais. Donc, la cité éducative. Donc, on va d'abord faire quelques rappels de la revue de projet et de ce qu'on a observé. Et en fin de séquence, on fera un petit point aussi sur ce que nous, on a appelé le schéma de maturité, le chemin de maturité des cités éducatives. Faire un peu depuis 2019 à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est vraiment dans ce que nous, en tout cas, et là je parle de nous au sens ANCT DGESCO, on en a observé. Donc d'abord, sur la gouvernance, vous allez entendre beaucoup de constats quand même, qui vont être rappelés en 2023 de ce qui a été observé depuis ce matin. Les instances, elles sont installées, structurées. Les données 2023, elles confirment les données 2022 sur lesquelles notamment l'INJEP s'est basé. On constate notamment que les troïkas les instances de pilotage, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, sont quand même composées à 88% de représentants des troïkas. Donc c'est-à-dire qu'on a moins d'un représentant sur 10 quand même, alors qu'on a un nombre quand même de 12 à 10 membres en moyenne sur chaque instance. On n'a qu'un seul représentant extérieur. C'est-à-dire que tout le reste est composé de troïkas. Donc ça veut dire quand même qu'au niveau de l'action et de ce que ça montre qu'il y a encore une marge sur les nouveaux partenaires qu'on peut associer. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 88%, on constate aussi un déséquilibre du nombre de représentants dans la Troïka, avec des préfectures qui sont en quelque sorte sous-représentées. Alors après, quand on dit sous-représentées, c'est que de facto, nous n'avons qu'une personne en général qui représente les préfectures, là où par contre, nous avons 2, 3, voire 4 personnes qui vont représenter l'éducation nationale et les collectivités. Derrière, ça peut interroger en fait quand même ce déséquilibre, on va dire quantitatif, sur les répercussions sur l'éventuel dialogue qui peut se passer au sein de l'instance. Voilà, en cas de négociation, de désaccord, on l'a évoqué un peu ce matin, voilà, quel est le poids de la parole de chacun, comment on assure un pilotage efficace derrière ça. On observe que globalement, les cités se sont peu dotées de règles, on va dire, de gouvernance et de résolution des conflits, notamment qu'elles soient définies en amont. Néanmoins, on a quelques exemples qui l'ont fait, qui avant même le lancement, en fait, au moment du positionnement et de définition de la Troïka, ont défini des règles de résolution des conflits. Donc, mais ça reste très très marginal. Ensuite, sur l'ingénierie, on peut dire quelques mots aussi. Donc, 96% des cités qui ont un CPO, toujours la clé de voûte. Si ça vous intéresse d'avoir un profilage détaillé des chefs de projet opérationnels, je vous invite à consulter la revue de projet 2022, où on a vraiment été assez loin dans le détail du nombre de TP à qui ils sont rattachés, etc. Donc, c'est assez intéressant, j'y reviendrai pas là. Tout ce qu'on observe, en tout cas, c'est que ça continue de progresser, le nombre de CPO. Par contre, on distingue aussi aujourd'hui dans les données 2023 une prise de conscience du besoin de définir des ressources dédiées à l'ingénierie. Avec quand même, nous, on trouve une réponse parcellaire. Alors après, c'est notre avis en tant que coordination nationale. Notamment, on le voit sur le nombre d'actions. En gros, afin d'affiner cette lecture de l'ingénierie dédiée, dans l'ensemble des actions qui nous ont été remontées, et là donc je parle de plus de 7000 actions qui ont été remontées au travers de la revue de projet, nous sommes allés chercher toutes celles dédiées à l'ingénierie. Donc il y avait une première chose où les cités elles-mêmes ont codé l'action en tant que c'est de l'ingénierie, mais derrière nous sommes venus vérifier. Et donc il y a quand même une petite marge de compréhension entre ce qui est vraiment l'ingénierie de la structuration du projet de la cité éducative et l'ingénierie parfois en fait qui est l'ingénierie d'un projet ou d'une action. Donc en fait on a recodé en fait une partie des actions. Donc ce qui fait que on aboutit à la fin à 5% des actions dans la programmation qui sont rattachées vraiment à de l'ingénierie qui permettent de porter et de structurer la cité éducative. Et donc là vous le voyez sur le tableau qui vont représenter un peu moins de 10% des crédits spécifiques accordés sur la cité éducative. Donc je précise aussi que je parlerai de crédits spécifiques. Donc ce sont les crédits apportés notamment par le ministère de la Ville au travers du P147 et qui sont dédiés aux cités éducatives. Il ne faut pas donc les confondre avec, par exemple, les crédits du contrat de ville qui sont aussi sur le 147, les crédits du PRE, c'est vraiment les crédits, l'enveloppe qu'on appelle l'enveloppe nationale des cités éducatives.
Un autre point intéressant aussi, c'était la question du déploiement des formations interprofessionnelles qui est en constante augmentation. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé, qu'on a trouvé très positif. Au moment où les cités ont été lancées, il y a 4 ans, il y avait beaucoup cette question de il faut qu'on aille sur la formation interpro, c'est un outil essentiel, etc. Et puis derrière, après, quand on voulait en parler, il y avait une espèce de blanc. Je le dis d'expérience parce que j'étais là et on a essayé même de mener des groupes de travail et d'échanges là-dessus. Et on avait du mal à la fois à comprendre ce que les acteurs voulaient mettre derrière, ce que nous on attendait. Enfin voilà. Et donc là, on voit que ça se dessine vraiment cet enjeu de la formation interpro dans les cités éducatives et que ça s'en saisit à la fois donc dans l'ingénierie ici et là donc nous n'avons recodé que les formations interpro qui vraiment sont dédiées à la structuration de la cité éducative. C'est-à-dire quand vraiment vous avez le collectif des acteurs qui va se réunir pour travailler ensemble le projet de territoire. Mais à côté de ça, sur l'ensemble des programmations remontées, on a énormément de formations interprofessionnelles en fait. Alors après, parfois c'est par rapport à un public, parfois c'est de la formation interpro dans une institution, mais qui va rassembler différents personnels. Voilà. Mais on voit qu'en fait, il y a vraiment une grosse progression là-dessus et c'est plutôt positif sur la question notamment du travail de l'Alliance éducative. Sur les groupes de travail, donc on a 83% de cités qui ont des groupes de travail en 2023. Le chiffre il est en augmentation constante, mais je le mettrai plus loin ça en perspective au regard de la programmation. Ensuite sur les outils, donc en termes de moyens d'agir, nous d'abord ce qu'on regarde en premier quand on va dans une cité éducative, c'est avec quoi elle s'articule, parce que le principe de base est bien entendu quels sont avec ce qui est déjà disponible sur le territoire, avec les outils contractuels, le droit commun, comment se passe cette articulation. Et ensuite dans un deuxième temps, on regarde un peu ce qui se fait effectivement dans la programmation, les actions. Mais pour l'une des priorités dans la stratégie, c'est quand même de se dire est-ce qu'il y a une articulation avec l'existant et dans quelle mesure se fait cette articulation. Donc là, ensuite, dans la revue de projet, on redétaille par catégorie d'outils que vous voyez de contrats territoriaux, le contrat de ville, le projet académique, le projet éducatif de territoire quand il existe, pareil pour la CTG quand elle existe. Voilà, donc là, vous avez un certain nombre de données. Donc derrière, qu'est-ce qu'on y met ? C'est avant tout un partage des axes stratégiques en fait entre différents contrats territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques d'intervention prioritaire et on va chercher déjà à partager ensemble ces axes stratégiques, à faire ensemble qu'il y ait une sorte de cohérence dans l'action. Et derrière, éventuellement, il y a de la complémentarité opérationnelle et financière des programmations. C'est les deux, on va dire, volets d'articulation principaux avec ces différents outils. Alors après, avec des mesures en fonction des outils. Le contrat de vie est particulièrement intéressant parce que c'est l'exemple le plus visible de l'avancement de la coopération, en fait, avec 98% des cités qui s'articulent avec le contrat de ville, et c'est une augmentation de presque 10 points avec 2022. Donc quand je disais que ça va être intéressant, notamment sur, en fait, là, le renouvellement des contrats de ville en 2024, ça va être riche d'enseignements sur à la fois l'intensification de cette articulation, comment elle peut se faire, et quelles places vont être accordées aux cités dans les nouveaux contrats de ville. Voilà. Enfin, donc là, on aura une certaine attente sur les données 2024 pour comprendre ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Ensuite, on va aussi sur, alors on a les outils ce que nous appelons outils contractuels. Il y a aussi tout ce qui est dispositif, ce qu'on qualifie ainsi. C'est par exemple donc le PRE, les cellules de veille éducative, le contrat local d'accompagnement à la scolarité ou les instances d'éducation prioritaire. Comme pour les outils de contractualisation, on voit que ça continue de progresser tranquillement sur notamment les axes stratégiques communs et la complémentarité opérationnelle et financière des programmations. Notamment par exemple pour le programme de réussite éducative, cette année on était à 93% d'articulation et l'année dernière on était à 79%. Donc on a encore vraiment qui se dessine une marge qui continue d'avancer d'articulation entre donc à la fois la cité éducative, sa programmation, ses instances, sa stratégie. Et je vais donner la parole à Saïda pour faire un focus sur les enjeux éduc. Merci Suzy. Peut-être rappeler que pour cette revue de projet 2023, nous avons questionné les acteurs des cités éducatives sur l'articulation. Ça existait déjà auparavant, mais on a été un peu plus loin sur l'articulation avec les dispositifs propre, historique à l'éducation nationale, et notamment sur la question de l'intensification des dispositifs avec l'arrivée de la cité éducative. Alors, bien évidemment, tout dépend de la période dans laquelle on est rentré dans la démarche cité éducative, mais c'était important pour nous, avec toutes les réserves qu'a présentées Suzy sur l'interprétation des informations qui sont remontées, sur justement cette articulation de la démarche avec l'existant.
ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand même rappeler que 47% aujourd'hui des élèves scolarisés en éducation prioritaire relèvent du périmètre d'une cité éducative. C'est en légère augmentation avec le renouvellement des 126 cités éducatives qui ont fait l'objet de quelques extensions à la marge, mais qui, malgré tout, rehaussent ce pourcentage. Quand on dit que 93% des cités éducatives contre 80 l'année dernière disent avoir une articulation avec l'éducation prioritaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, articulation, c'est ce qui était présenté juste dans la slide avant, c'est le partage d'informations et partager les grands axes stratégiques. C'est rarement la fusion des instances, pour toutes les raisons que vous imaginez en termes d'opérationnalité et puis aussi de culture de métier. Ça a été suffisamment rappelé ce matin et on n'en est pas à un moment où on partage les instances, on partage les projets, on partage la vision, chère à Frédéric Bourtoumieux, sur la vision et le sens qu'on veut donner aux cités éducatives. Néanmoins, ce qui est intéressant quand même de rappeler ici, ça transpire très peu dans les cités, dans les revues de projet, dans les données, mais je pense qu'on peut se le dire aussi collectivement au moment des séminaires et des déplacements, la coordination nationale. On voit que le pilotage académique, notamment par les DAZEN, est de plus en plus en train à faire se rencontrer les coordonnateurs REP, les référents cités éducatives, sur des thématiques de territoire, de projets de territoire. Et dans le projet de territoire, on a l'approche du projet de réseau d'éducation prioritaire, on a le projet d'établissement et on a le projet d'école. Je citerai juste, pour exemple, l'Académie d'Amiens, mais on pourrait citer d'autres académies qui ont vraiment engagé cette dynamique sur les territoires où les coordos, les référents se rencontrent, peut-être parfois dans la maison uniquement éducation nationale, mais je pense que c'est pour aussi, et on peut se le dire ici, pour mieux aller vers les partenaires et pour conforter encore plus cette démarche partenariale. Pour citer l'Académie d'Amiens dont je parlais tout à l'heure, on a aussi des démarches qui consistent à intégrer les cités éducatives, la thématique de l'évaluation dans l'auto-évaluation des établissements. Ça arrive c'est très peu remonté dans les données par les revues de projet, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer, déployer, et je pense que ça mérite d'être signalé puisque dans les auto-évaluations, c'était pas quelque chose qui était naturel pour les chefs d'établissement. C'est à la marge, mais je pense que ça, on a tout intérêt à nous, coordination nationale, à inviter les acteurs à aller vers cette auto-évaluation des cités éducatives au moment de l'auto-évaluation des établissements. Peut-être rappeler aussi qu'au niveau de la DGESCO, il y a tout un travail de formation dans le cadre des PNF pour justement aussi participer, ça répond en partie à ce qui a été dit ce matin sur cette culture commune pour lesquelles il faudra aller beaucoup plus loin, sur les questions notamment de la place des parents, la coéducation, mais également l'égalité des chances de manière beaucoup plus générale. Et juste pour clore sur cette petite partie peut-être un peu trop DGESCO, je m'en excuse, mais c'est aussi une réponse aux données, aux éléments qui ont été signalés dans les revues de projet intérieures. On a vocation aussi à outiller davantage le monde de l'éducation nationale sur les dispositifs qui existent, les dispositifs publics en faveur de l'égalité des chances, qui sont aussi bien portés par la politique de la ville, mais peut-être aussi par les collectivités et plus largement par des partenaires aussi comme les caisses d'allocation familiale, qui aujourd'hui ont vraiment une force de frappe sur les territoires en matière d'ingénierie et de moyens humains et de soutien aux collectivités notamment. Et c'est dans ce sens-là que nous allons dédier une page sur le site EduScol, sur les différents dispositifs publics en faveur de l'égalité des chances. Peut-être rapidement dire que les dispositifs traditionnels, je disais ouvrir l'école aux parents, vacances apprenantes, devoirs faits, sont souvent rappelés comme étant de fait articulés avec la démarche des cités éducatives. Pour autant, c'est après je crois, voilà. Pour autant, on a près de 20% des cités éducatives qui rappellent qu'il y a eu un renforcement, je reviendrai sur ouvrir l'école aux parents, un renforcement du dispositif de scolarisation des moins de 3 ans avec l'arrivée des cités éducatives, mais aussi un déploiement du dispositif vacances apprenantes.
souvent, on n'a pas souvent sollicité les acteurs sur le hors-temps scolaire, notamment sur les vacances d'été. Donc c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus de manière prégnante dans les remontées d'informations qui seront dans la revue de projet. Un élément assez intéressant aussi, c'est sur les internats d'excellence. Lorsqu'on interroge sur les internats d'excellence les acteurs des cités éducatives, seuls 20% nous signalent déclarent avoir une articulation réelle avec la démarche cité éducative. En revanche, on a 19% des répondants qui nous disent que malgré tout, le dispositif s'est intensifié avec la démarche des cités éducatives. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on creuse de manière un peu plus détaillée. On a beaucoup parlé de la place des parents ce matin. On a un dispositif aussi qui est présent sur les territoires, qui est co-animé Éducation nationale, ministère de l'Intérieur, qui est ouvrir l'école aux parents. Ce dispositif répond en partie. Je pense qu'on a aussi tout intérêt collectivement à peut-être plus le promouvoir aussi pour répondre aux problématiques des parents nouvellement arrivés sur les territoires. En revanche, petit bémol, il concerne particulièrement les mères et non pas les pères qui se déplacent dans le dispositif. Ça conforte ce qu'on se disait ce matin sur ce constat. Dispositif vacances apprenantes, je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Peut-être juste préciser que sur le dispositif vacances apprenantes, on a aujourd'hui une réelle réflexion sur la prise en charge globale, une réflexion qui existait auparavant, mais qui remonte dans les éléments qui sont communiqués par les cités éducatives de manière un peu plus détaillée, notamment sur le partenariat avec les collectivités pour organiser, dans la démarche des cités éducatives, notamment le départ pendant les vacances scolaires, mais aussi tout ce qui est renforcement aux savoirs fondamentaux autour du stage de réussite, par exemple, qui est organisé par les chefs d'établissement. Peut-être sur la mesure, mais très rapidement expérimentale, 8h-18h, juste dire que dans les territoires aujourd'hui où cette mesure est expérimentée sur l'accueil élargi, on se rend compte que quand on a une démarche cité éducative qui est bien ancrée, où il y a une gouvernance, où il y a un partenariat avec la collectivité et le tissu associatif suffisamment développé, mais aussi dans la confiance. Je pense que le terme confiance, on l'a plus ou moins entendu ce matin sur les différents retours. La mesure se met en place de manière très concertée et avec l'identification, bien évidemment, de toutes les problématiques qui sont déjà soulevées sur la mobilité, les équipements et la base du volontariat sur lesquels, bien évidemment, repose tout le dispositif des jeunes et des familles. Peut-être sur le fond de la cité, moi, je vous propose d'appréhender la question du fond de la cité plutôt sous le prisme quel levier possible avec ce fond, plus que la question des moyens. Puisque souvent, on entend ici et là, bon, après tout, 30 000 euros, c'est pas grand-chose au regard de l'enveloppe globale. En même temps, on se rend compte, quand on lit les revues de projet, qu'il y a énormément d'actions qui sont déployées, mais qu'au-delà des actions, on l'a dit ce matin, trop d'actions en direction toujours des mêmes publics bénéficiaires. Et cette année, sur le fond de la cité, on se rend compte que c'est le même constat. Toujours les collégiens, principalement les collégiens du collège chef de file et du premier degré. Plutôt, le constat qui est fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un effet levier pour créer une dynamique en termes de culture professionnelle. On a de plus en plus d'IEN aujourd'hui qui sont présents et qui sont intégrés de manière assez naturelle, de plus en plus sur, j'allais dire, l'animation autour du fond de la cité. Donc nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une meilleure peut-être coordination de l'offre éducative parce que des IEN qui vont enrôler aussi le premier degré et être beaucoup plus au fait et informer les écoles et les chefs d'établissement sur vers où on peut aller encore plus sur le partenariat avec les collectivités. Cette prise en charge globale de l'enfant qui tend vraiment... Alors, volontairement, j'ai mis les différents temps de vie de l'élève et de l'enfant. Je pense que voilà, on a tout intérêt à rappeler que l'enfant est élève et il devient enfant aussi sur tous les temps. Et c'est important, nous aussi, dans notre manière d'appréhender, de présenter les choses. Et puis surtout, mais Suzy l'a dit, sur des formations
intercatégorielle. Et sur les crédits du Fonds de la Cité, on voit cette année qu'il y a beaucoup de fonds qui sont mobilisés, des crédits, pour pouvoir participer et contribuer au soutien financier de ces actions. Concernant le Fonds de la Cité, très rapidement, en quelques chiffres, c'est 60 000 € en moyenne par cité éducative. On a énormément de cofinancement sur certains territoires, ça va jusqu'à 60 000 en moyenne. Donc les collectivités, les conseils départementaux, parfois des fonds privés qui viennent en soutien ou en complément de l'enveloppe. On a énormément des reliquats du programme 230 qu'on retrouve, mais je pense qu'avec l'annualisation et les attentes de la coordination nationale, on va petit à petit arriver à ce qui est plus, on l'espère, de reliquats pour pouvoir vraiment utiliser l'enveloppe sur l'année civile, ainsi que sur les crédits du programme 147, mais là aussi la note d'exécution financière a bien rappelé le non-financement au titre du 147 sur l'enveloppe Fonds de la Cité. Pour conclure, le public collégien reste un des publics le plus bénéficiaire des actions du Fonds de la Cité. À la marge, par rapport à l'année dernière, on voit que les lycéens également commencent de plus en plus à être bénéficiaires, mais c'est vraiment à la marge par rapport à l'année dernière. Et sur les thématiques, au même titre que au niveau global, la culture, vraiment, la thématique culture arrive, comme les années précédentes, vraiment comme étant la thématique qui est la plus investie, sport, citoyenneté. Mais pour cette revue de projet 2023, on peut quand même préciser qu'on a certaines thématiques qui sont de plus en plus investies, comme la santé, l'égalité filles-garçons, mais également l'orientation scolaire. C'est plus 7 points par rapport à l'année précédente. Et pour conclure, le Fonds de la Cité finance à 91% des actions nouvelles et à 84% vient en renfort de certaines actions existantes. Et on est de plus en plus sur des actions inter-établissements également, et des actions aussi qui donnent la place aux jeunes. Je pense à la cité éducative d'Elbeuf, mais également à des échanges intercités, notamment autour des lycéens. Je pense aussi à l'Académie d'Aix-Marseille qui organise un partenariat entre la cité éducative du Havre et de Marseille pour travailler sur les stages et les métiers autour de la mer. Voilà, c'est très très rapide, très large, mais vous aurez le plus le détail dans le document final. Merci Saïda. Donc pour venir appuyer en fait aussi un peu ce que vient de dire Saïda. Donc maintenant on va parler programmation en quelque sorte, et axes thématiques. Donc on l'a dit, 3 grands objectifs qui guident l'action des cités éducatives sur le terrain, qui vont se traduire par de nombreuses actions. La stratégie territoriale mise en œuvre doit idéalement retenir quelques enjeux spécifiques, 10 axes d'intervention thématique. Et donc on en a parlé ce matin, il y a un enjeu aussi sur le cadrage qu'on fait et comment on fait ce cadrage de ces axes thématiques qui a été évoqué. Ce qu'on notera là, c'est que toutes les cités ont au moins 3 axes thématiques d'intervention ou 4 en fait. Donc voilà, il y en a même 13 d'entre elles qui ont 10 ou plus de 10 axes d'intervention thématiques, ce qui ça interroge bien entendu d'autres choses sur peut-être la dilution de ce qu'on fait. Mais voilà, donc ça illustre en tout cas quand même une recherche d'adaptation des priorités de la démarche au diagnostic local, on ne peut pas le retirer. Et c'est intéressant de mettre en perspective ces axes d'intervention avec les groupes thématiques et les principaux enjeux des actions déployées. Donc là, c'est ce que vous voyez apparaître, c'est vraiment à chaque fois les 5 principales thématiques. Donc à la fois qui sont travaillés dans les groupes de travail en 2023, dans les axes d'intervention priorisés et dans les actions déployées et financées, notamment. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est donc les priorités déjà évoquées sur le thème de la culture et de la citoyenneté et le renforcement de la place de l'école, mais aussi quelques décalages intéressants. Pour les priorités observées du type culture, donc l'observation a été faite ce matin notamment par l'université de Cergy, sur cette place des actions culturelles, artistiques. Et ça nous a beaucoup interrogé aussi dans cette programmation sur est-ce qu'on est là sur un objectif en lui-même, les actions culturelles, est-ce qu'on est sur un moyen d'agir. On se rend compte que c'est énormément associé souvent à d'autres thèmes tels que le sport, la famille, la citoyenneté. Donc on s'est dit là on se rend compte qu'il y a probablement quelque chose à aller voir en termes d'action, comprendre comment on travaille auprès des jeunes, des enfants, des familles, avec ce thème action culturelle et culture.
Sur les décalages intéressants, il y a notamment la santé, parce qu'on se rend compte que dans 6 cités éducatives sur 10, dans 60%, on a un groupe de travail qui réunit les acteurs sur le sujet de la santé, sur un enjeu de santé spécifique de la cité éducative. Ces problématiques de santé, elles apparaissent aussi comme une priorité d'intervention, puisque la moitié des cités éducatives les ont mis dans un axe d'intervention. Néanmoins, dans la programmation, elles ne concernent que 18% des actions, par contre. Les actions en lien... Et ce qui est intéressant, c'est que dans la programmation, en plus, les actions santé, autant on a beaucoup d'actions qui vont faire l'objet d'actions croisées, voilà, citoyenneté, culture, etc., autant la santé est moins souvent croisée. C'est souvent une action en elle-même. Donc ça veut dire que voilà, on a par contre une priorisation qui apparaît très clairement, mais qui ne se voit pas, en quelque sorte, enfin moins, dans la programmation et l'utilisation des crédits derrière. Sur ensuite la programmation. Alors. Donc je disais, pour les petits rappels, on a une base de 7510 actions référencées qui nous ont été remontées, qui sont quasi exclusivement des actions sur lesquelles sont utilisés les crédits spécifiques. On a quelques cités qui font quand même aussi le jeu de nous remonter les actions qui ne sont pas financées par les crédits spécifiques, donc par le 147, mais qui sont bien déployées dans le cadre de la cité, dans le cadre du partenariat de la cité éducative. Mais ça reste encore marginal. On essaye d'inciter, mais c'est vrai que c'est un remplissage en plus, on en a conscience. Hein. Quand je vous dis déjà 7000 actions sur 208 cités éducatives, on imagine pour chaque territoire le nombre d'entrées que ça veut dire à saisir. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye d'inviter à avoir aussi ces informations. Sur les données qui apparaissent, donc quand je vous dis la relativité de certaines données financières, notamment là elle se voit, par exemple sur le montant des crédits spécifiques engagés en 2023 apparaît 72 millions, ce qui est techniquement impossible puisque l'enveloppe d'engagement en 2023 était de 69,9 millions d'euros. Donc voilà, donc il y a quand même une relativité derrière sur les données financières qui sont remontées. Néanmoins, on a des pistes d'explication pour certaines qui sont assez claires, notamment ce possible décalage sur les actions les programmations qui sont en année scolaire. C'est-à-dire que l'exécution financière se faisant en année scolaire, on a des remontées de données qui parfois en 2023 concernent l'année 2022, voire des engagements qui en fait vont concerner l'année 2024. Donc on l'explique nous essentiellement comme ça en fait, cette marge notamment dans les crédits. Je le précise parce que c'est quand même un gros différentiel de 72 millions à 70 millions, voilà. On pourrait se demander où c'est. Ensuite, comme les précédentes années, on observe quand même entre les trois grands objectifs, donc conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles, un relatif équilibre, on va dire, de répartition de la programmation. Néanmoins, cette année, on voit une prépondérance de l'axe numéro 2 sur promouvoir la continuité éducative, qui s'observe à la fois dans le nombre d'actions en fait qui sont rattachées à cet axe, ainsi que dans les crédits qui y sont engagés, parce que donc on a 35% des actions, donc une majorité qui concerne cet axe, et en plus 37% des crédits, ce qui est une marge beaucoup plus importante quand même que les deux autres. Voilà. Donc après, je ne vais pas revenir là, mais c'est vrai que nous, ça nous interroge aussi cette question entre conforter le rôle de l'école et promouvoir la continuité éducative. Quelle compréhension de ces notions? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Quelles actions on y rattache? Quels acteurs? Voilà. Enfin voilà, il y a ces sujets qui sont notamment très évoqués dans le rapport de l'INJEP qui sont très intéressants, et des cabinets. Voilà. Et donc là, par exemple, typiquement, nous, on se rend bien compte au moment où on va regarder ces actions que il y a pour le moment un enjeu parfois de où est-ce que je vais rattacher telle action qui joue beaucoup. On a quand même nous fait un gros exercice de recodage de ces 7000 actions, mais vous imaginez 7000 en un mois, on n'a pas tout recodé, quoi. Mais voilà, on fait quand même un effort là, assez rapide de vérifier quand même que c'est à peu près cohérent. Donc, ce qui fait les chiffres sont quand même à peu près, observables. Donc sur la promotion de la continuité éducative. Si on met aussi cette question de la continuité éducative en regard avec les publics les plus ciblés, on voit que la cité éducative elle s'adresse effectivement en priorité aux enfants en âge de scolarisation, parce que c'est 40% des actions qui s'adressent à un public d'entre 6 et 16 ans. Donc c'est quand même un enfant sur deux qui est vraiment en âge de scolarisation qui est concerné. Et que le principal acteur auprès de ce public est le milieu associatif, avec 44% des actions donc, qui sont notamment financées là, qui sont portées par les associations, interrogeant à nouveau cette question de à quel moment le milieu associatif est un acteur de la stratégie développée, à quel moment il est, on va dire, un gestionnaire et un porteur d'action, et comment il est intégré. Voilà. Alors qu'il a vraiment une place prépondérante dans l'action auprès des publics, par contre.
Voilà. Je reviendrai pas aussi là sur le fort ciblage parental, hein, bien entendu, qu'on voit apparaître là sur les données. Mais que je souligne quand même. Alors, cette priorité sur la promotion de la continuité éducative, je vais aussi continuer un tout petit peu dessus, elle s'observe aussi dans l'articulation avec les outils contractuels et les dispositifs que j'ai évoqués un peu avant. Par exemple, quand on parlait notamment du programme de réussite éducative, qui est quand même un des premiers outils de promotion au final de la continuité éducative à bien des écarts, c'est 93% des cités éducatives qui s'articulent avec. Donc ça fait aussi sens quand on voit qu'il y a pas mal de cités éducatives. Alors là, j'ai plus les données en tête et je les ai pas mises, mais on voit qu'il y a beaucoup de renforcement du PRE qui apparaît notamment dans les actions. C'est vraiment pas négligeable. Hein. Voilà, à quel point on sent qu'on cherche à soutenir ce dispositif. Pareil, aussi mise en œuvre de devoirs faits, on en parlait, le travail avec les cellules de veille éducative. Enfin, voilà, on voit en tout cas un axe promotion de la continuité éducative qui est très fort. On a aussi demandé dans la revue de projet 2023 aux cités éducatives s'ils avaient discuté à un moment des notions de parcours et de continuité éducative. Alors la question est large et ça reste du déclaratif qui dit oui, non, bien entendu. Donc, mais ça n'empêche qu'on a quand même sur le principe 192 cités sur 208 qui nous disent que oui, ça a fait l'objet d'une discussion à un moment donné. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la cité quand même se dit j'ai réfléchi à ce que je fais. Donc, et derrière 93 cités qui disent que ça ferait même l'objet d'un consensus entre les partenaires. Donc là, après, ce que moi je trouve intéressant, c'est de mettre en regard avec les enjeux soulevés, notamment dans le rapport de l'INJAP et des cabinets, voilà, sur qu'est-ce qu'on met derrière ces notions exactement et comment ça se déploie. Voilà, enfin. En tout cas, je pense que ça ne rejoint pas tout à fait l'appropriation, en tout cas, enfin cette notion. Son appropriation ne rejoint pas tout à fait les conclusions de l'INJAP, on va dire. Mais ça, on a remis des éléments dans la revue de projet. Plus détaillés. Donc, là, les données que je présente, elles sont dans la revue de projet, le tableau en tant que tel. Donc, vous pourrez retrouver toute cette data-là dedans. Je le précise parce que voilà, il y en a beaucoup. Pardon, je suis perdue. Oui, là on voit la répartition donc, des thématiques par action. Donc je parlais de l'axe culturel qui était très fort, qu'on voit bien apparaître en haut, ainsi que les enjeux sur les familles, avec le plus grand nombre d'actions. On voit également que ça concerne les financements les plus importants. Et là-bas, vous avez donc un ciblage sur les publics aussi, avec des grands ensembles. Ensuite, je vais parler un peu du budget et après, je crois qu'il reste encore 2 slides. Donc, sur le budget de la cité éducative, en 2023, donc une cité, c'est en moyenne, toutes cités confondues, un peu plus de 300 000 euros de crédits spécifiques. Donc après, il y a une variable énorme, c'est-à-dire qu'il y a des cités qui sont dotées de 150 000 euros par an, il y en a, c'est 650 000 euros par an. Mais donc, la moyenne, aujourd'hui, elle est autour de 330 000 euros par an par cité éducative, avec un important différentiel parfois qui va dépendre de beaucoup de facteurs, que ce soit la taille du territoire, les enjeux qui ont été définis, etc. On constate quand même, donc si on prend depuis 2020, qu'il y a quand même une augmentation de l'enveloppe. Ça, c'était assez intéressant. On l'avait peut-être pas forcément nous identifié en tant que tel. C'est cette année qu'on l'a vu. De l'enveloppe au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que les cités labellisées les plus récemment ont été au final plus dotées comparativement que les premières cités éducatives. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que les premières cités éducatives labellisées ont souvent été celles qui font, du côté des collectivités, les efforts financiers les plus importants, comparé aux nouvelles cités éducatives qui font un effort financier un peu moins important. Donc vous voyez, moyenne des cofinancements de la collectivité, on passe en 2020 pour les 80 premières cités de 230 000 euros de cofinancement apporté par la collectivité à une moyenne sur les 208 de 180. Et si on ne prend que les dernières cités labellisées, les 84 labellisées en 2022, on est même à presque 100 000 euros de cofinancement apporté par la collectivité. Donc on voit bien qu'il y a quand même là un enjeu sur le positionnement de la collectivité dans les moyens qu'elle apporte. Alors après, ces moyens apportés par la collectivité en particulier, c'est à la fois de la valorisation et des crédits, on va dire, dédiés. Donc en plus, dedans, il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on valorise, comment on le valorise. On notera aussi que sur cet exercice de revue de projet, il y a quand même 23 cités éducatives qui ne nous ont déclaré aucun cofinancement. Donc donc quand on parlait d'un exercice parfois partiel et déclaratif, donc on réincite quand même à ce que ce soit le plus possible. Mais il manque quand même une part de cofinancement assez claire.
qui est pas en tout cas, il peut y avoir une négligence de remplissage, il peut aussi y avoir une absence réelle de cofinancement, on ne le sait pas en tout cas, donc, mais c'est matière à aller approfondir ça. Ensuite, on voulait parler un peu de ce qu'on va appeler nous, le chemin de maturité. Il y a de nombreux travaux scientifiques qui se sont questionnés sur qu'est-ce que c'est que la coopération entre les acteurs sur un territoire, c'est quoi les étapes pour y arriver. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourra vous mettre à disposition. On a référencé dans nos travaux où est-ce qu'on allait chercher ces données. Nous, on a réduit cette échelle de la coopération en fait à 3 barreaux, parce que parfois il y a jusqu'à 8 barreaux sur une échelle de la coopération. Les acteurs, où est-ce qu'ils en sont? Nous, on a fait des grandes masses parce que sinon ça dilue trop le propos et on ne voyait pas ce qui se passait vraiment. Donc, on voit que la plupart des cités, en fait, elles ont démarré globalement, donc communication et entraide, ça tout le monde dit, il n'y a pas de souci. Les acteurs, quand même, sur tous les territoires, avant la cité se venaient en aide, travaillaient ensemble de manière régulière ou ponctuelle, mobilisaient ensemble à un moment ou à un autre des moyens. Enfin, je veux dire, c'est inexistant avant que la cité éducative arrive. La cité éducative, ce qu'elle apporte, c'est la coordination. Ça, clairement, on le voit, c'est que maintenant, les acteurs communiquent, adaptent et ajustent leur travail. Ça a vraiment institutionnalisé quelque chose. Et par contre, aujourd'hui, c'est ce fameux saut, maintenant, dans les prochaines années, vers la coopération et l'intégration, donc vers des démarches, notamment territoriales, qui sont vraiment intégrées et travaillent ensemble, vers cet enjeu de l'alliance éducative. Pour nous, il va se jouer ici. Voilà. En fait, ce qu'on a fait, c'est que ces 3 enjeux, on est allé définir un certain nombre d'indicateurs. Alors là, j'en ai mis vraiment un petit extrait, mais tout ça, c'est dans le rapport aussi, parce que normalement, le tableau fait le quadruple de ce que vous voyez ici en termes de données et de reprécision. Donc, on a juste extrait un peu pour vous donner de la visibilité, mais ce sera détaillé dans le rapport. Et on a posé un certain nombre d'indicateurs qui, pour nous, et c'est questionnable ensuite, on l'entend, on est tout à fait ouvert en plus là-dessus à discuter, permettent de dire si on est à ce niveau-là de l'entraide, de la communication ou une coopération intégrée. Par exemple, les exigences minimales telles que le diagnostic partagé ou la création d'au moins un espace d'échange pour la gouvernance, ça c'est rempli partout. Par contre, la question de la fusion des instances de gouvernance entre différents outils contractuels, par exemple, elle est encore très lointaine. Nous, on a observé qu'il y avait en moyenne 6% des cités qui, à un moment, avaient fusionné des instances avec, par exemple, d'autres outils contractuels, avaient mis en cohérence vraiment à un niveau supplémentaire leur action. On l'a aussi fait l'exercice, on le voit là-bas sur, je vois pas bien ni ici ni ici, sur la question de l'articulation avec les principaux dispositifs. On a fait des moyennes aussi parce qu'on trouvait ça assez intéressant. Donc on voit là-bas la fusion des instances et le niveau à chaque fois d'échange qu'on peut observer. Ce que ça nous permet quand même de dire, c'est qu'en gros, il y a quand même un premier saut qualitatif qui a été réalisé en 2023 dans le cadre de l'ensemble des cités éducatives. Il y a une institutionnalisation, il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a un jeu d'acteurs qui existe. Maintenant, il y a quand même un deuxième saut qualitatif vraiment à faire dans les années à venir. Et ça pour le coup, les travaux, donc, notamment présentés depuis ce matin, permettent, je pense, d'illustrer là-dessus et d'accompagner les territoires, de leur donner des orientations sur les sujets où ils peuvent aller pour progresser en fait dans ces enjeux pour aller vers la coopération et l'intégration notamment. Et donc je vais m'arrêter là parce que oui, 42, si tu peux. On vous remercie. On va s'arrêter là. On peut prendre 2 questions si vous voulez. Si vous souhaitez, on veut bien en prendre 2, mais pas plus. Ce sera vraiment 5 minutes pour pas prendre trop tard. Je ne sais pas si vous souhaitez. Comme je disais, il y aura toutes les données dans le rapport. Oui, Thomas. Bonjour. Bonjour. Je suis comme l'an année principal du collège Anne-Franck à Roubaix, donc chef de file éducation nationale. Au sujet du fonds de la cité éducative, vous avez dit, Mme Belaïd, une moyenne de 60 000 euros. J'ai du mal à comprendre d'où viennent les 30 000 euros supplémentaires. Une deuxième question et on... Non. Alors il y en a une juste devant, oui, Victor. Oui, monsieur. Archimède Amada, chef de projet opérationnel à la cité éducative de Dzoumogné.
Ma question porte sur... J'ai vu apparaître une ligne intitulée investissement. Et en fait, je me souviens sur la première programmation, à la toute première année de labellisation, il y avait un refus d'accompagner un établissement scolaire sur l'acquisition de matériel informatique. En fait, c'était pour équiper une salle informatique. Et je sais que la commission avait refusé catégoriquement. Et c'est une tâche qui m'a suivi jusqu'à là. En fait, l'école, aujourd'hui, on a du mal à travailler ensemble, sont fâchés en fait concrètement parce qu'on n'a pas financé l'achat de leurs ordi. Donc du coup, je me posais la question de savoir est-ce que à travers la cité éducative, on peut acquérir en fait du matériel en fait en investissement. Alors je vais répondre pour la première question. Donc alors c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne. Globalement, on voit qu'on a des financements. Je le disais, qui proviennent de reliquats du programme 230 sur le fond de la cité, parce qu'en fait, le fonctionnement de l'année scolaire a obligé parfois les chefs d'établissement à reporter d'une année supplémentaire. On a du pass culture qui est valorisé en fait. Là, je vous parle d'éléments qui ont été communiqués par les acteurs et qui ont été remontés. Donc, ils intègrent le pass culture. Concernant le 147, on a d'autres dispositifs du 147 qui viennent en cofinancement. On a du FIPD, par exemple, des financements 1000 DK aussi. Côté collectivité, on a la ville aussi qui apporte parfois un complément, notamment lorsqu'on a des projets qui sont sur de la continuité, l'idée de continuité éducative. On a des financements d'actions qui portent sur le temps scolaire et périscolaire. Et donc la collectivité vient compléter. On a des crédits des collectivités territoriales à la marge, mais départements, régions. Et on a des fondations privées. Donc ça reste une moyenne. Et comme le disait Suzy, voilà, c'est du déclaratif. Nous, ça fait en moyenne même 62 000 euros comme étant vraiment dédiés au fond de la cité. Je pense que le reliquat des crédits, on pourra le voir dans le détail, parfois est très important sur le 230. Parfois. Sur la question de l'investissement n'est pas autorisé dans le cadre des cités éducatives. C'est écrit depuis longtemps dans nos notes d'exécution financière. Voilà, ça n'empêche pas que il y a toujours de la dissidence dans n'importe quelle société, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'on préfère, par contre, là-dessus, voir ce qui se passe et donc demander à ce que ce soit remonté dans la revue de projet. Donc, on laisse une ouverture pour pouvoir voir en fait ce qui se passe avec les crédits. Mais normalement, ce n'est pas autorisé. En particulier, les cités éducatives n'ont pas vocation à financer de l'équipement des salles de classe. Enfin, je veux dire, ça paraît quand même assez évident. Ce n'est pas. Enfin voilà, il y a d'autres acteurs qui en sont responsables. Néanmoins, il y a un peu d'investissement qui se fait quand même. Nous, on est assez vigilants là-dessus, surtout quand on a la possibilité de l'être, parce qu'on n'a pas aussi la possibilité de tout voir. Et en général, ça va être des projets très spécifiques. Je vais donner un exemple assez simple. Une cour d'école dans laquelle il y a un projet en lien avec les familles, tout le monde, toute la cité, tout le monde y est. Il y a 3 trucs à acheter dans la cour d'école pour la repeindre et derrière il y a un projet sur le développement durable et la mobilité, que sais-je, voilà. Et donc dans ce cadre-là, d'une action partagée qui rentre dans un axe stratégique de la cité éducative, nous on a une certaine tolérance pour dire ok, là on va acheter du matériel, mais ça doit être du petit matériel, on n'est pas sur des gros investissements. On nous a demandé par exemple de rénover vraiment des cours d'école, on a dit non, à chaque fois c'est pas possible. Enfin, voilà, la question de l'équipement des classes, elle revient très régulièrement et c'est un vrai sujet sur des collectivités qui n'ont pas les moyens effectivement parfois d'équiper les classes. Donc voilà, acheter le rétroprojecteur qui va bien, en fait voilà, on peut entendre que ça braque une école quand on se dit mais j'ai même pas les moyens en fait voilà d'avoir mon rétroprojecteur. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la destination de ces crédits aussi à un moment qui doivent normalement servir quand même en plus avant tout à structurer une alliance sur le territoire. Normalement, les crédits cité éducative pour les actions, ils viennent pour faire effet levier. Ils viennent pour financer on va dire du renforcement ou des actions nouvelles qui vont permettre d'emmener les partenaires. Donc c'est vrai que c'est un sujet sensible, hein, par contre, ce que vous évoquez, ça je suis tout à fait d'accord. Et nous vous remercions et nous allons laisser la place à la deuxième table ronde. Et s'il y a des questions, je peux les prendre dans le couloir, il n'y a pas de souci après, je suis disponible. Mais je vais me permettre de tenir le temps. Merci.